Bonjour, je suis Jean-Philippe Gatien. J'ai participé à 4 Jeux Olympiques, 88, 92, 96 et 2000. J'ai obtenu 2 médailles, une médaille de bronze à Sydney en 2000 et une médaille d'argent en simple à Barcelone en 92. La bronze c'était en double. Et j'ai été aussi champion du monde en 93. Alors je crois que mon premier souvenir lié au jeu, c'était en 76, donc j'avais 8 ans. C'était les Jeux Olympiques de Montréal et je me souviens avoir suivi la course de Guy Drut qui, ce jour-là, en 110 mètres haies, avait gagné in extremis. Il y a eu même d'ailleurs un moment où il ne savait pas vraiment s'il avait gagné. Et j'ai encore un souvenir de un de sa course et deux de son geste quand on lui a effectivement annoncé qu'il avait gagné. C'est quelque chose qui m'avait vachement ému et souvent quand je remonte loin dans mes souvenirs, c'est cette course-là à laquelle je pense en premier sur les Jeux. Alors sur mes expériences olympiques, moi j'ai un souvenir très précis des Jeux Olympiques de Séoul en 88. Je m'étais un peu planté en simple, mais j'avais pas forcément le niveau pour prétendre à une médaille, mais en tout cas j'étais un peu passé à côté. J'étais là-bas avec Patrick Birochot qui était sélectionné également, et on allait voir des compétitions d'autres sports, et je me suis retrouvé dans le stade d'athlétisme au pied du sautoir à la perche, et donc j'ai assisté au concours du saut à la perche, et donc Serge Beibuka à l'époque était archi favori. Et il a raté ses 2 premiers essais. Et donc il jouait son va-tout et son avenir olympique dans ces Jeux sur son dernier essai. Et j'ai encore des frissons de le revoir passer cette barre, retomber sur le tapis, et il a hurlé, mais du plus profond de ses entrailles, et j'étais super bien placé, j'étais à quelques sièges. Et ce saut-là et cette réaction-là d'un champion hors norme qui était largement dominateur, je me suis dit, même au jeu, il est en difficulté, donc c'est que c'est quand même une compétition qui doit être très particulière sur le plan émotionnel à préparer, et ça m'a beaucoup marqué. Ouais, les Jeux, c'est complètement différent des championnats du monde. Moi, j'ai vécu la première compétition du tennis de table aux Jeux, puisque avant ça n'existait pas. Dans le 88, c'était les prémices, c'était les débuts. On n'avait pas grand monde qui pouvait nous expliquer ce à quoi ça ressemblait, parce que c'était la première fois. Et oui, c'est très différent, même si paradoxalement les adversaires sont les mêmes et le sport est le même et l'aire de jeu est la même. L'univers est très déconcentrant. Cette vie au village est juste exceptionnelle. Quand on est passionné de sport, on est ultra admiratif des grands champions, et là ils sont là à vivre avec nous dans le village, on les côtoie au self, au petit-déj, au lunch, le soir, au dîner. Cette appartenance au groupe France avec l'ensemble des autres Français qui nous suivent, qui s'intéressent à nos résultats, c'est juste extraordinaire aussi. Donc c'est un univers qui est très indifférent et très dérangeant et déconcentrant. Je pense qu'il faut s'y préparer. Et on ne peut pas aborder les Jeux en allant juste comme si on allait à une compétition normale. Je crois qu'il y a vraiment une préparation spécifique à faire et bien compartimenter les choses. Et je dirais que le plus gros risque, c'est de se sentir spectateur et d'oublier un peu qu'on soit acteur. Alors, il y a 2 choses. À l'époque, il y avait 2 médailles de bronze. Donc, quand j'ai gagné mon quart de finale face à Dingyi, c'était l'explosion de joie, c'était le soulagement, c'était la délivrance. J'avais effectivement déjà cette médaille en tête et je ne pouvais que la faire grandir, entre guillemets, puisque la demi-finale avait lieu le lendemain et je pouvais transformer cette médaille de bronze en argent, voire en or. Donc là, il y a eu vraiment une sensation, j'ai un souvenir encore assez particulier du retour au village. On avait la chance que la salle soit à côté du village, donc on avait l'autorisation d'y aller en vélo. Donc je suis rentré en vélo, je criais en vélo, je hurlais, j'avais ma médaille qui était dans ma poche, donc c'était, enfin dans ma poche, je l'avais gagnée, je l'avais pas encore reçue. Donc c'était vraiment un souvenir génial. Le lendemain, je suis en demi, je bats Ma Wenge, donc le chinois, et je me retrouve en finale effectivement face à Wallner. Et là, je prends 3-0 avec 2 balles de 7 au dernier, et sur le moment,
même si tu réalises effectivement que tu es en finale olympique, sur le moment ça reste une défaite. Et donc il y a eu beaucoup de déceptions de ma part à quelques minutes de la défaite, après la défaite. On est sur le podium, je fais la gueule, alors que tous les gens me disent mais quoi, pourquoi tu fais la gueule, tes médailles d'argent? Je dis ouais mais bon je viens de perdre quoi. À l'inverse de Sydney en 2000 où il a fallu aller gagner cette médaille de bronze et le podium a lieu juste après, donc on sort d'une victoire et là on a une gueule différente sur le podium. Mais Barcelone, il y a eu effectivement ces deux temps. Dinghy, je gagne en quart et je suis assuré de cette médaille, donc là c'est le soulagement. Et la défaite en finale, elle est un peu plus, elle se voit un peu plus sur mon faciès. Mais après quand on réalise, quand on rentre et quand on réalise l'engouement qu'ont eu ces jeux, le parcours qui a été suivi par des milliers, voire des millions de gens, on réalise quand même qu'on a fait un truc sympa. Ouais. Alors je l'ai vraiment réalisé quand je suis rentré en France, que les gens m'arrêtaient dans la rue, que les tonnes de courriers que je recevais, même si j'allais dans différentes régions de France, on me reconnaissait. Et là je me suis dit waouh, il y a eu quelque chose quand même, il s'est passé quelque chose quoi. Quand on est là-bas, quand on est à la table, on sait que c'est retransmis, mais on n'imagine pas à quel point on peut toucher les gens. Donc là ça a été vraiment une grosse surprise pour moi, dans le bon sens du terme. Et les semaines qui suivent, aussi sur la rentrée, sur le nombre de licenciés qui ont été augmentés, je crois à l'époque de 12 ou 15% sur 200 000 licenciés, c'est quand même pas neutre. On mesure à quel point une médaille dans nos sports, lors des Jeux, peut être une super opportunité et c'est pour ça que j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Oui, elle a une saveur différente pour deux raisons. Effectivement, c'est une médaille en double, donc c'est particulier, on la partage avec quelqu'un, on joue avec quelqu'un et pour quelqu'un, donc c'est quelque chose qui est, je dirais, sur le plan humain, qui est peut-être encore plus riche qu'une médaille individuelle. Et la deuxième raison pour laquelle elle a une saveur particulière, c'est que quelques semaines avant le début des Jeux, moi j'avais perdu mon papa, qui était décédé brutalement et c'était absolument pas prévu, et donc ça a mis un frein énorme à la préparation, à mon envie d'aller là-bas. Je me suis beaucoup questionné de savoir s'il fallait que j'y aille ou pas, parce que j'étais un peu aux abonnés absents sur les entraînements, physiquement j'étais très atteint, mentalement également, donc voilà, finalement en mémoire à mon père j'ai décidé d'y aller, en accord avec mon frère et ma maman. Je me suis planté en simple, premier tour, j'étais absolument absent, j'ai pris 4-0, donc c'était un peu compliqué comme début de tournoi, et puis je ne sais par quelle magie, peut-être effectivement parce que j'étais plus seul et que je jouais avec quelqu'un et pour quelqu'un. Avec Patrick Schiller, on gagne au premier tour, on est miraculé en quart face à Gene Draxlager, on est mené 2-0, 16-9 et on s'en sort. Et puis en demi, on perd et on a cette médaille pour le bronze face au Coréen Ryu Sun-min, l'ex-champion olympique en simple, et on gagne, on va chercher cette médaille, donc c'est vrai qu'elle a été difficile à aller chercher, mais deux, je l'ai savourée d'une manière très particulière avec des dimensions humaines et émotionnelles que je n'imaginais pas. Ouais, les attentes du public, elles sont en permanence sur les gros événements, donc c'est pas forcément une première. C'est vrai que les Jeux, il y a peut-être une dimension grand public qui est différente. On intéresse plus de gens quand on va aux Jeux et les gens suivent plus qu'une compétition de tennis de table normale. Mais sur le principe, j'ai envie de dire que c'est un peu la même philosophie. Donc moi, j'ai jamais prêté trop attention à ça. En essayant de me focaliser sur une bonne préparation, sur maîtriser des choses qu'on sait faire habituellement. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement l'univers est très déconcentrant, mais quand on rentre dans l'aire de jeu, c'est les mêmes repères, c'est les mêmes adversaires, c'est le même sport. Et donc arriver à faire abstraction de ce qu'il y a à l'extérieur, arriver à se focaliser sur ce qu'on maîtrise le mieux, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et surtout ne pas se projeter, ne pas anticiper. On a coutume de dire il faut rester dans le jeu et pas tomber dans l'enjeu. Je pense que ça c'est le plus gros des conseils que je pourrais donner aux jeunes qui vont découvrir les jeux. Voilà, c'est continuer
à avoir la maîtrise de ce quotidien qui est exactement le même et de relativiser tout ce qui se passe. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Qui plus est sur des jeux à la maison, c'est la première fois que des athlètes vont vivre des jeux à la maison, donc il y a un engouement médiatique peut-être plus important, il y a quelque part plus de pression, mais j'ai surtout envie de dire, moi, il y a plus d'énergie, il y a plus d'enthousiasme, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut que les jeunes retiennent, c'est cet engouement qui va être plus une aide qu'un poids, qu'il faut absolument arriver à maîtriser. Ouais. J'ai envie de dire les deux, essentiellement focus dans ma bulle. Hormis à Séoul où là j'ai découvert le truc et je me sentais vraiment dans la peau du spectateur et pas du tout dans la peau de l'acteur, donc j'étais passé un peu à côté. Mais justement ça a été une super leçon pour qu'à Barcelone je rectifie un petit peu le tir et j'ai une gestion de la compétition plus rigoureuse, moins m'éparpiller, rester dans mon schéma traditionnel, village olympique, salle, entraînement, salle de compète, etc. Donc j'étais arrivé à rester dans cette bulle-là. Mais on peut être dans sa bulle sur tous ces aspects-là, tout en accueillant de manière ultra positive et parfois bénéfique les clameurs du public. Et je me souviens de Barcelone, qui était une ancienne gare désaffectée qui avait été remodelée en salle de ping, donc ça résonnait, il y avait des tribunes qui étaient très proches, il y avait beaucoup de Français qui étaient là, qui s'étaient identifiés à mon parcours, il y avait une ambiance de folie, et je pense que ça c'est un truc qui est galvanisant et on le reçoit, on le perçoit et on l'accueille vraiment de manière positive. Ouais. Je pense qu'on reste dans un sport a priori plutôt individuel, même s'il y a une dimension double ou par équipe qui est très présente, mais j'ai coutume de dire que même dans des résultats et des performances individuelles, je pense que c'est tout un collectif qui est récompensé. On n'arrive pas à un titre de vice-champion olympique ou de champion du monde seul. Il y a effectivement l'entourage familial, il y a les entraîneurs, il y a les partenaires, il y a ce collectif qui est là. Et ce sont des choses qui sont utiles parce que cette ascension vers une performance, elle ne se fait pas toujours dans la facilité. On a des déconvenues, on a des défaites, on a des remises en question, on a des doutes et c'est là où le rôle de l'entourage est important. Familial bien évidemment, mais les entraîneurs, les échanges qu'on peut avoir. En début de carrière, l'entraîneur est là pour effectivement nous nourrir. En milieu de carrière, les choses s'équilibrent. En fin de carrière, c'est plus le ressenti de l'athlète qui va venir renforcer le savoir de l'entraîneur. Donc il y a cette dualité qui est, je trouve, assez intéressante. Oui, l'entourage, la famille, l'entraîneur, les potes sont des ingrédients incontournables de la perf et pour nous y aider et pour les partager après, c'est cool. Ouais. Ouais, sur mes Olympiades, ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'effectivement les jeux, c'est, je pense, la compétition ultime que l'on est amené à laquelle on est amené à participer parce qu'on a la sensation d'appartenir pendant une quinzaine de jours à un truc ultra privilégié et on mesure la fierté qui est la nôtre de pouvoir représenter ce maillot France au travers d'autres grands champions. Et quand tu marches au village et que tu vois les différences de gabarit, les stars qui se mélangent aux athlètes un peu moins connus, je trouve que les valeurs de l'olympisme dont on parle souvent, c'est au village que tu les prends en pleine gueule. Donc je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de chouette. J'ai appris aussi durant ces Olympiades qu'il n'y a pas de vérité, que t'as beau être favori, tu peux te planter. Moi ça m'est arrivé à Atlanta, j'étais dans de bonnes dispositions, je m'étais bien préparé, j'étais vice-champion olympique en titre et puis j'ai perdu au premier tour. Donc c'est aussi très formateur de pouvoir prendre des claques de temps en temps, même sur les gros événements, pour se poser les bonnes questions, pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà, on est habitué à perdre. Ça fait encore plus mal de perdre quand c'est un gros événement parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, etc. Mais ça fait partie d'un process de construction et j'ai appris aussi durant ces jeux que, on va dire, une fierté que le ping en fasse partie de cette famille olympique parce que c'est très sincèrement un sport
qui mérite d'être là et qui apporte beaucoup. Et son image, son côté spectaculaire et j'ai envie de dire aussi la simplicité, l'humilité de ces athlètes m'ont fait aussi beaucoup plaisir par rapport à l'ensemble des commentaires que j'ai pu recueillir sur ces 4 Olympiades. Je pense que quand on rediscute avec des athlètes qui ont fait ces Jeux-là, ils diront la même chose. L'aspect festif de Barcelone et de Sydney était juste hallucinant. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans la ville, il y avait quelque chose quand on sortait du village. Barcelone parce que la ville s'y prêtait, Sydney peut-être parce que l'amour du peuple australien pour le sport, on pouvait le palper, il nous explosait à la gueule chaque fois qu'on se déplaçait. Atlanta, différent parce qu'il y a eu l'attentat en début de jeu, ça avait mis un froid et je pense que ça avait refroidi beaucoup de monde sur la difficulté derrière de profiter ou de savourer cet événement. Peut-être une anecdote sur Atlanta quand même, on partageait l'appartement, donc j'étais avec les pongistes et on partageait l'appartement avec les tennisman. On s'est tous plantés. Les pongistes ont perdu au premier tour, les tennisman aussi. Et dernier jour, on doit partir et donc il y a des athlètes qui viennent prendre la suite de l'appartement et c'est Jean Galfione. Et quelques athlètes qui rentrent dans l'appart, qui nous saluent et je dis à Jean, putain fais gaffe, il est maudit cet appart. Si tu peux en trouver un autre, fais-le parce que tu vas te faire défoncer. Et bon, on rigole un peu, il le prend pas sérieusement. Nous on part, on rentre en France, le concours de la perche de Jean commençait le surlendemain et il est devenu champion olympique. Donc j'étais super content pour lui, mais en même temps ça m'a fait chier parce que c'était pas la cause de l'appart quoi. C'était bien nous qui avions emmerdé et qui étions passés à côté. Ouais, pour la petite anecdote. Et Séoul, c'était ma première. Ouais, je dirais pas que c'était les jeux les plus festifs que j'ai vécu, mais en tout cas, je les ai vécus avec des yeux admiratifs et je savais maintenant ce que c'était les jeux, je savais ce qu'il fallait mettre en place pour les préparer et que c'était devenu la priorité absolue des prochaines années. C'est à la fois perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude et parce que au championnat du monde, on croise que des pongistes et que les têtes qu'on connaît. Là, effectivement, on rentre le soir au village quand on a fait notre journée, quand on a gagné nos matchs. On sait que les autres athlètes, les handballeurs, les basketteurs, les volleyeurs, les nageurs ont suivi nos matchs à la télé, au village ou ailleurs. Et il y a cette admiration mutuelle, ce respect mutuel, putain c'est bien les gars, machin. Et c'est vrai que ça fait quelque chose quoi. Ça fait quelque chose quand des grandes stars du sport français te disent bravo, j'ai suivi ton match, tu m'as fait kiffer, c'est chouette. Alors c'est déstabilisant, mais je pense que ce qui revient surtout c'est une espèce de fierté et d'appartenance à ce maillot France de manière décuplée. On est fiers de porter le maillot d'équipe de France quand on est au championnat du monde de ping. Je pense que cette fierté, elle est encore plus forte ou on la mesure différemment quand on est au jeu parce qu'on se sent vraiment investi d'une mission et d'aller chercher une médaille pour notre sport dans une compétition multisport. Et c'est quand même assez déstabilisant, je pense, quand on est dans le bâtiment France, on suit les compètes ensemble dans une salle de télé ou chez les kinés, et quand on marche au village, on croise des Nadal, des Djokovic. Je me souviens de la Dream Team à Barcelone en 92 aussi, où ils ne dormaient pas là tous les soirs, mais il y a un soir ils avaient dormi là, on s'était retrouvés au petit-déj, la table devant eux. Jordan qui a une orange, qui fait un bras roulé pour la passer et toi t'es là, petit pongiste, tu dis ouais, qu'est-ce que tu fous là quoi. Mais en même temps c'est vachement galvanisant et ça te donne une énergie folle, ça te décuple l'envie je trouve. C'est un moment qui est extraordinaire. Pour moi avec la vie au village, c'est le grand moment. Surtout pour des sports comme les nôtres où on n'a jamais évolué devant 80 000 personnes, un extérieur comme ça, donc on est plutôt nous dans des salles parfois très grandes. On a joué à Bercy, on a joué en Chine, il y avait plus de 12 000 personnes. Mais cette attente avec tout le groupe France derrière le porte-drapeau, avec la Marseillaise qui s'entonne
il y a de la ferveur, il y a de la joie, il y a de l'excitation, et puis on commence à marcher et on foule cette piste, ce tour de stade acclamé par 80 000 personnes. C'est juste, on a des frissons en permanence et on a envie que ça dure plus longtemps, quoi. Mais c'est vraiment ouais, le moment privilégié, je trouve, des Jeux, avec l'émotion derrière de la flamme qui arrive et les tout derniers relayeurs et le dernier relayeur qui va allumer la vasque, qui est synonyme de début des Jeux. Cette flamme, elle paraît anodine, mais elle représente beaucoup au niveau des valeurs olympiques. Et là, de la voir s'allumer et en quelque part de donner le go d'une compète. On sait que le lendemain ou le surlendemain, c'est à nous. Et là, on se sent aussi tout petit, quoi, et à la fois super excité et très ému. Ouais, j'ai super bien vécu ça. Moi, j'ai suivi, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je suis beaucoup là, les compètes de ping. J'ai jamais vu autant de ping là, que ces derniers mois. Et je suis un fervent supporter de Félix, Alexis, de Simon, de Pritika, de Yannan, de Charlotte. J'ai suivi leur parcours au championnat du monde et c'est juste génial. On avait vécu ça, nous, il y a une vingtaine d'années. C'est des moments privilégiés et je trouve que l'engouement qu'il y a au-delà de Busan et derrière sur tous les WTT, sur l'ascension de Félix dans le top 5 mondial, sur les victoires d'Alexis récentes, les perfs de Pritika là, sur le top 10 mondial, ça donne une énergie, une envie, un engouement que je constate aussi dans d'autres domaines. Tout le monde me parle du ping, tout le monde me parle de la Lebrun Mania, et c'est cool, quoi. Je trouve que ça fait du bien en tant que pongiste et en tant qu'ancien champion de revoir du ping sur des grands moments mondiaux, européens, de revoir l'équipe de France truster les médailles européennes et mondiales. Et je trouve qu'à quelques jours du début des Jeux, on ne pouvait pas rêver un meilleur scénario, quoi. Donc ouais, c'est chouette. Et puis ils jouent bien, les jeunes. Ouais. Tous les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. Effectivement, on a tendance plutôt à se focaliser, en tout cas les gens, les médias, sur cette très belle histoire d'Alexis et Félix, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Ce qu'a produit Simon à Busan par équipe pour amener la France en finale était exceptionnel. Les filles sont allées chercher une médaille qu'il n'y avait pas eu depuis longtemps aussi. Pritika a battu des top 10 mondiales là, récemment. Donc il y a une espèce d'une mayonnaise qui a pris à la fois sur un volet jeunesse performante, niveau de jeu super performant, attitude. Je trouve qu'il y a un état d'esprit, elle fait envie, cette équipe de France, que ce soit en garçon ou en fille. On s'identifie super bien à elle, il y a des valeurs, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, et puis ouais, il y a surtout du plaisir, quoi. On sent qu'ils se font plaisir, on sent qu'ils ont envie de donner du plaisir. Et ouais, franchement, que ça dure. Moi, j'aurais envie de leur dire, changez rien, les amis. Là, vous êtes bien, vous jouez bien, vous êtes dans une belle dynamique. Il y a une opportunité qui est juste monumentale des Jeux à la maison. Servez-vous-en. Le fait que ce soit à la maison comme multiplicateur d'énergie, mais surtout pas comme événement qui vous impose une pression, qui vous met une chape de plomb sur le truc. Non, restez dans le jeu, restez dans le plaisir. Il va y avoir un engouement phénoménal et ça va vous servir, ça va être quelque chose de très fort qui va vous permettre d'aller chercher des belles victoires quand ça sera serré, le public sera là, vous allez vivre des moments à la cérémonie d'ouverture ou autre qui vont être exceptionnels. Et servez-vous de cette énergie, de ce peuple français qui est derrière vous, de ce grand public, pour vous faire plaisir. Ça, c'est l'essentiel. Et pour nous faire vibrer, nous, parce qu'on sera là aussi pour vibrer derrière vous. Donc voilà, il reste quelques jours. C'est trop tard pour se réinventer. Donc restez dans ce que vous savez faire, faites confiance à la préparation finale, faites confiance à votre staff qui vous a si bien accompagné depuis des années. Et vivez le moment comme jamais. Vous êtes jeune en plus. Et quelque chose me dit que ça ne sera pas votre dernier jeu, donc ça aussi, s'inscrire dans le temps, c'est peut-être aussi un moyen de s'enlever de la pression.
Ben ouais, moi j'encourage tout le monde bien évidemment à aller suivre cette équipe de France sur les réseaux, en regardant la télé. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'écouter mes commentaires parce que je commenterai sur France Télé et sur Radio France, donc j'essaierai de vous faire vibrer au max. Et puis ne sous-estimez pas les messages d'encouragement que vous pouvez envoyer sur les réseaux. Je pense que vous pouvez vous dire ouais, les athlètes ils ont autre chose à faire, mais je pense que quand il y a des trucs vraiment sympas qui sont sincères et qui sont nombreux, il y a matière à faire passer le message aux athlètes avec le staff et qu'ils comprennent qu'il y a une communauté très large de pongistes et non pongistes probablement qui sont derrière eux, et mine de rien ça aide et ça encourage.